accueillir Arnaud Bertrand sur ces innovations, qui est CTO d'Outscale, que j'applaudis bien fort, que j'accueille. Bienvenue à vous. Et je vous laisse la parole. Merci Marion. Alors, comme tout bon ingénieur, je viens avec un modèle en couche. Faut pas avoir peur, ce modèle est assez simple en fait, je vais tenter de vous l'expliquer. Donc ce modèle en couche, c'est ce qui nous permet en fait de mettre en œuvre le support des plateformes d'Dassault Systèmes, ce dont parlait tout à l'heure Philippe. Ce que l'on met à disposition chez Outscale aujourd'hui, c'est des infrastructures qu'on va retrouver en bas de ce schéma, une couche d'abstraction IaaS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a développé une couche qui permet aux développeurs, à l'ensemble des développeurs de Dassault Systèmes, de ne pas avoir à comprendre, à gérer l'infrastructure sous-jacente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis à disposition un PaaS, une plateforme, qui permet à tous les développeurs de Dassault Systèmes de développer sans se soucier des couches d'infrastructure sous-jacentes. Et on fournit nous-mêmes de l'infrastructure, mais grâce à cette couche d'abstraction, on est aussi capable d'utiliser des couches d'infrastructure dans les clouds d'autres hyperscalers. Et donc nous avons une stratégie qui est multi-cloud au sein de Dassault Systèmes. On utilise nos propres infrastructures, mais grâce à ces couches d'abstraction, on est aussi capable d'utiliser les couches d'infrastructure d'autres hyperscalers, et donc on fait bien une stratégie de « et ». C'est « et » Outscale pour les workloads qui sont sensibles, importants, etc., et aussi des hyperscalers, là où nous ne sommes pas nécessairement présents, là où le volume d'affaires que l'on fait n'est pas encore disponible, grâce à cette couche d'abstraction. Comment on fait ça? En fait, il y a 60 personnes, 60 collaborateurs de Dassault Systèmes qui ont rejoint Outscale et qui viennent compléter les 180 collaborateurs techniques d'Outscale. Donc on est maintenant 250 dans les équipes techniques d'Outscale pour mettre en œuvre ce modèle en couche avec cette couche d'infrastructure, ce modèle d'abstraction et ces services définition. Et ensuite, on délivre notre cloud selon 3 modèles, qui est le modèle international, le modèle souverain et le modèle dédié. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur la partie modèle international, modèle souverain et modèle dédié. Le modèle international, qu'est-ce que c'est? C'est du cloud public, avec un certain nombre de certifications qui vont correspondre aux besoins des collaborateurs, des clients qui sont à l'international. Donc on va trouver TISAX pour l'automobile, on va trouver ISO 26000 pour tout ce qui est sustainability, on va trouver HDS pour tout ce qui est données de santé, on va trouver ISO 27001 pour tout ce qui est sécurité et ISO 27017, 27018 associés. Sur la partie souveraineté, on est sur des niveaux de certification, des niveaux de qualification qui sont encore supérieurs, où on va ajouter, en plus des certifications internationales, du Secnum Cloud pour l'Europe, de l'ITAR pour les États-Unis, qui nous permettent en fait de prouver ce niveau de souveraineté au travers de ces certifications. Et enfin, on a un modèle dédié, qui est un modèle, évidemment, sur des infrastructures qui sont totalement séparées du reste des infrastructures internationales et souveraines, qui peuvent être mises dans le data center du client et qui vont concerner des cas d'usage encore plus sécuritaires, par exemple pour la défense, et qui peuvent aller jusqu'à des niveaux d'habilitation où nous sommes susceptibles de faire habiliter nos propres collaborateurs afin d'exploiter, d'opérer ces plateformes qui seraient mises à disposition chez le client. L'avantage de ça, c'est que ça permet d'avoir, y compris au sein de son data center, une vraie plateforme de cloud computing complètement opérationnelle et managée avec des opérateurs qui sont qualifiés, voire qui sont habilités. Donc ça, c'était notre modèle, on va dire, de ce qui existe aujourd'hui. Et nous ajoutons un certain nombre de fonctionnalités pour cette année 2023-2024. Donc d'abord,
je vais parler de Direct Link. L'année dernière, Laurent et Benjamin vous ont parlé de Direct Link. On ajoute d'ores et déjà du public Direct Link. C'est une sorte de peering. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des Direct Links avec des adresses IP publiques. Et cette offre est d'ores et déjà disponible aujourd'hui. Ensuite, grâce à la connexion directe des data centers d'Outscale avec Megaport, nous avons la possibilité d'offrir une alternative virtuelle au Direct Link physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès aujourd'hui sont disponibles des Direct Link virtuels au sein d'Outscale et d'être faits en quelques clics, sans paramétrage, de façon à valider de manière quasi immédiate, éventuellement pour tester dans un premier temps, une connexion directe de data center à data center. Le second grand set de fonctionnalités va tourner autour des machines virtuelles. Donc, nous ajoutons la notion de Dedicated Group et de VM Group. Le premier va permettre de compléter les capacités d'isolation offertes par la virtualisation. Il devient désormais possible de créer des ensembles de machines virtuelles appelées Dedicated Group, qui correspondent à des groupes qui sont physiquement isolés. Et un Dedicated Group peut être composé de un ou plusieurs serveurs physiques exclusivement réservés aux machines virtuelles d'un même ensemble. Ça permet notamment de faire de la virtualisation imbriquée, une machine virtuelle dans une machine virtuelle. Et ces Dedicated Groups seront disponibles dès la rentrée de septembre. Je reviendrai un peu plus tard sur les autres nouveautés liées au Dedicated Group. Le VM Group, qu'on ajoute également, permet de créer des templates de VM, c'est-à-dire des sortes de t-shirts de VM, avec des caractéristiques communes et de manipuler toutes les VM associées à ce template d'un seul coup. Quelque part, c'est la mise à l'échelle horizontale qui est adressée ici et qui permet de diminuer ou d'accroître la taille de ces t-shirts et de ces caractéristiques de machine en lot plutôt que de le faire de manière unitaire. C'est clairement une première brique pour aller vers l'autoscaling et les VM Groups sont d'ores et déjà disponibles en bêta sur notre cloud. Dans un autre domaine, nous refondons la marketplace, Philippe en a parlé tout à l'heure, qui va donner plus d'autonomie et plus de fonctionnalités à nos partenaires. Elle permettra par exemple de fournir et de souscrire directement depuis la marketplace sans passer par un tiers, avec un gain de temps considérable pour tout le monde, pour le client et pour le partenaire. Elle permettra aussi de faire une estimation des consommations de façon à savoir exactement combien vont coûter les choses et pas avoir un coup au cœur. Et ça permettra aussi de faire du Bring Your Own License, du Pay As You Go et bien d'autres fonctionnalités qu'Étienne et David vous préciseront lorsque vous passerez les voir tout à l'heure sur le stand. Le troisième grand ensemble de fonctionnalités concerne Cockpit et l'IAM. Dès septembre, la version 2 du Cockpit sera mise en production et remplacera la version du Cockpit V1 que vous connaissez à l'heure actuelle. L'interface est plus réactive, elle permet une bien meilleure fluidité dans les usages et tout semble instantané. Et associé à Cockpit, arrive un nouvel IAM qui nous amène dans le monde du single sign-on et trace la route vers une évolution de la gestion des identités qui viendra plus tard et dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Deuxième grand volet de nouveautés autour des performances cette fois-ci. Tout d'abord, concernant le stockage objet, nous démarrons le déploiement d'une nouvelle infrastructure de stockage objet, beaucoup plus performante et encore plus résiliente que la version que vous connaissez à l'heure actuelle. Elle comportera plus de nœuds que la solution actuelle et sera disponible début 2024. Elle inclura un peu plus tard plusieurs niveaux de performance, avec un niveau standard et un niveau de meilleure performance, mais ça viendra au cours de l'année 2024. Le stockage objet, pour nous, est clé parce que nous pensons que c'est un élément clé de la bascule vers le cloud computing et parce que c'est un élément clé de la résilience dans le cloud et aussi parce que c'est un élément clé de sa sécurité future. Au passage, il est important de noter que l'offre de stockage objet d'Outscale est la seule qui est qualifiée Secnum Cloud sur le marché. Le stockage objet, je reviendrai également sur les aspects sécurité du stockage objet un tout petit peu plus tard. En termes de performance, sur les dedicated groups, à nouveau, c'est probablement un élément technique, mais c'est un élément qui est important. Nous ajoutons, en fait, grâce au dedicated group, la possibilité d'afficher
la topologie des processeurs aux machines virtuelles. Alors c'est un petit peu technique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un cloud, en général, les machines virtuelles n'ont pas connaissance du processeur qui est utilisé. C'est générique et ça ne permet pas forcément de faire une optimisation des performances en fonction du composant de silicium qui est utilisé. La possibilité d'avoir connaissance de la topologie matérielle, ça permet en fait de bénéficier des accélérateurs qui sont présents dans les processeurs et de pouvoir avoir une meilleure performance. Et donc les dedicated groups vont permettre d'afficher à la VM cette topologie processeur. Au titre des nouveaux composants, nous ajoutons la 6e et la 7e génération de CPU. 6e génération est déjà en production. La 7e génération sera disponible en septembre. La 7e génération, ce sont les processeurs de la gamme Sapphire Rapids d'Intel qui vont permettre jusqu'à 50% de performance mémoire supplémentaire par rapport à ce qui existe à l'heure actuelle dans notre plateforme de cloud. On ajoute également des GPU de la gamme Ampère. Donc ce sont des GPU A10 et A100 pour être précis sur les références. Et ces GPU sont disponibles à la fois dans un modèle de cloud public, mais aussi dans un modèle de cloud souverain. Et au passage, nous sommes le seul à mettre à disposition une capacité de GPU, et donc potentiellement de calcul d'IA ou de calcul de HPC, dans un modèle qualifié Secnum Cloud. Au titre des nouveautés, nous avons également travaillé sur l'axe de la sécurité. Je ne vous parlais tout à l'heure des dedicated groups, et ce que je n'ai pas dit pour l'instant, c'est que ça permet aussi d'avoir une isolation physique des VM. C'est-à-dire que si vous voulez aller un cran plus loin, si par exemple vous avez des craintes sur la capacité d'isolation logicielle, ou si vous avez besoin d'avoir un serveur, un hyperviseur qui vous est dédié pour vos VM, les dedicated groups vont permettre d'avoir une isolation physique et d'être complètement cloisonné, complètement avec une machine qui vous est dédiée physiquement. Alors évidemment, ça a un impact sur le prix des VM, parce que quand on met à disposition un serveur quelque part dédié, mais en tout cas, c'est rendu possible grâce au dedicated group. Sous l'angle de sécurité, nous avons aussi fait un certain nombre de choses sur le stockage objet. Donc on implémente en fait une protection qu'on appelle anti-ransomware. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous allez avoir la possibilité dans le stockage objet de basculer un mode de protection en read-only où il ne sera plus du tout possible d'écrire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez par exemple des données que vous souhaitez protéger, vous pouvez les mettre dans le stockage objet, verrouiller ce stockage objet, et quelque part, même si un petit malin venait à vouloir chiffrer ces données-là, vu que ces données ne sont plus du tout accessibles en écriture, c'est rendu totalement impossible. Donc on ajoute cette fonctionnalité-là qui sera disponible également début d'année 2024 sur le stockage objet. Nous ajoutons des capacités de filtrage sur les IP de façon à rendre le stockage objet plus discriminant par rapport aux gens qui peuvent y accéder, et ce sera à la main de l'utilisateur, bien entendu. Dans un second temps, nous ajouterons du Bring Your Own HSM. Alors c'est très barbare, mais l'objectif en fait est de pouvoir dire au client de venir avec son Hardware Security Module. Cette option-là, on est en train de travailler dessus. Pour l'instant, on démarre la phase de bêta, mais on n'est pas encore en mesure de vous fournir du Bring Your Own HSM. Ce sera disponible dans le courant de l'année 2024 sur notre stockage objet et sur notre stockage bloc. Enfin, au titre du nouvel IAM dont je parlais un peu plus tôt, nous allons utiliser désormais OpenID Connect comme couche d'authentification, ce qui nous permettra d'ajouter une capacité d'authentification multifactorielle, notamment par OTP, et pour les accès aux interfaces d'administration, mais aussi pour les API. Donc le MFA, tout ce qui est authentification multifactorielle et OTP, va être disponible en septembre au travers du cockpit, à la fois sur les IHM, mais aussi pour les API. Et enfin, on reste également compatible AWS sur les mécanismes d'authentification. Donc on est à la fois OpenID Connect
MFA, OTP est compatible AWS sur les mécanismes d'authentification. Et enfin, nous travaillons sur une qualification, un rapport SOC 2 type 2. Alors, qu'est-ce que c'est que SOC 2 type 2 ? Quand on a une certification type ISO 27001 ou SecNumCloud, en fait, l'objectif est de valider que notre organisation et notre système d'information, système de management, nous permettra dans le futur de garantir la sécurité ou de garantir la souveraineté. SOC 2 type 2, c'est un petit peu différent. C'est un audit qui est fait pendant une période de temps, 6 mois, 9 mois, 1 an, et ça permet de vérifier qu'à posteriori, on a bien implémenté cette sécurité-là, et un rapport est fait par un organisme certificateur pour montrer que effectivement les contrôles ont bien été faits, et qu'il n'y a pas eu ou qu'il y a eu des anomalies, et ce rapport ensuite est publié et affiché officiellement de façon à démontrer que la sécurité qu'on a mis en œuvre, qui était prévue dans le cadre de ISO 27001 ou de SecNumCloud, a bien été réalisée et bien été mise en œuvre. Ça, c'est au titre des fonctionnalités, performance et sécurité. Quelques éléments sur la soutenabilité, la durabilité. Donc on avance également sur l'axe de l'éco-responsabilité de notre activité. L'année dernière, nous vous faisions part de notre engagement afin d'estimer l'empreinte carbone par client. Cette année, nous l'avons fait. Nous rencontrons, comme tous les acteurs, des difficultés importantes à rassembler tous les éléments afin d'avoir un calcul le plus fiable possible. C'est rendu complexe notamment parce que tous les acteurs de notre écosystème, de la chaîne d'approvisionnement notamment, ne nous publient pas forcément leurs données relatives à l'impact carbone. Donc on a des données qui sont parcellaires. On a recours pour ça à des estimations qui sont basées sur des données réelles extrapolées, de façon à pouvoir reconstituer une estimation de l'empreinte carbone qui est désormais par service. Aujourd'hui, ce qui est pris en compte, c'est à la fois le coût carbone de fabrication du matériel, réparti sur sa durée d'usage, toute la consommation environnementale du run, de l'exploitation, en équivalent tonnes de CO2, la maintenance du matériel, le coût carbone des licences logicielles, du réseau, des déchets et des emballages. Donc on a intégré tout ça dans une empreinte carbone estimée et on a mis au point une méthodologie de calcul qui nous permet de modéliser la répartition de l'empreinte carbone totale d'Outscale par offre. Et puis ensuite, on a évidemment divisé cette empreinte globale par service et on reconstitue ensuite la consommation du client. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir mettre à disposition de chaque client l'estimation de son empreinte carbone, de l'historiser dans le temps et de pouvoir donner aussi la répartition de cette empreinte carbone par origine, par origine carbone de cette empreinte. Donc cette consommation, elle est déterminée au mois le mois et elle commencera à être présentée aux premiers clients bêta-testeurs dès demain. Tous les clients, toutes les personnes qui seraient intéressées pour devenir bêta-testeurs, faites-nous signe, appelez votre contact habituel chez Outscale. Vous pourrez devenir bêta-testeur assez rapidement et d'ici la fin de l'année 2023, on sera probablement en mesure de fournir en même temps que la facture une estimation de l'empreinte carbone de tous les services de nos clients. Dernier point, quelques éléments, ce sur quoi nous sommes en train de travailler pour le futur. Alors je vais parler à la fois de choses qui sont le futur immédiat, et puis quelques éléments sur du futur plus hypothétique, on va dire. Sur le futur immédiat, ou relativement rapide, on travaille sur ce qu'on appelle Outscale Monitoring, Outscale Vision, de façon à pouvoir donner à nos clients des informations sur leur consommation de services. C'est aussi une brique pour aller vers l'autoscaling. Ce n'est pas encore prêt, donc je ne vous l'annonce pas pour l'instant, mais on est en train de travailler sur ces sujets-là. On est en train de travailler également sur ce qu'on appelle le Self-Sovereign Identity. Qu'est-ce que c'est le Self-Sovereign Identity? C'est une nouvelle façon de gérer les identités avec un émetteur d'identité, un vérificateur d'identité et un porteur d'identité. Ça s'inscrit dans les projets européens, notamment Gaia-X, et on travaille pour mettre à disposition, pour rendre notre système d'identité
compatible avec des mécanismes de type Self-Sovereign Identity. Ça nous permettra quoi? Un jour de pouvoir réutiliser potentiellement une identité qui est gérée par quelqu'un d'autre que nous. Voilà, c'est quelques travaux à faire, il y a encore un peu de travail avant d'y arriver. On travaille aussi sur la possibilité de disposer d'autres processeurs, d'autres types de processeurs dans nos infrastructures, potentiellement des processeurs ARM. À nouveau, on n'est pas encore prêt là-dessus, mais on travaille sur cette éventualité-là. On travaille également sur notre infrastructure physique, c'est-à-dire notre implantation data center. On va aller vers des notions de 3e à Z. Je ne sais pas exactement quand encore, si c'est 2024 ou 2025, mais c'est de cet ordre-là. On aura une 3e à Z. On vous en parlera au Cloud Days de l'année prochaine, mais on travaille sur ce genre de choses. Et après, pour aller plus loin dans le temps, le genre de choses sur lesquelles on est en train de regarder sont des stockages, par exemple, qui sont plus froids encore que du stockage objet tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Du stockage à la fois très très froid en objet, et quand je dis très très froid, ça peut être du stockage très longue durée, c'est-à-dire décennies, voire siècles, avec plutôt des acteurs de la biologie. Et on commence à regarder du stockage sur ADN, par exemple. Ce sont des pistes qu'on commence à explorer. Alors, on est encore dans des domaines un peu théoriques, hein, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on est en train de regarder, parce qu'on pense que ça aura du sens pour vous, pour nous, de façon à garantir la pérennité du stockage dans le temps. Et puis évidemment, on parlera à un moment donné, je ne sais pas quand, de quantum computing. On est attentif à ce qui se passe sur le marché. Lorsqu'on sera prêt et lorsqu'on pourra mettre un processeur quantique ou un accélérateur quantique chez nous, on le fera et on ne manquera pas de vous en parler. J'en ai terminé et je vous remercie. Merci beaucoup. Arnaud, évidemment, vous êtes présent toute la journée. On peut discuter avec vous de tout ce que vous avez évoqué, très passionnant. Donc vous restez évidemment sur les Cloud Days. Merci beaucoup, je vous laisse... Merci.